Nous allons aujourd'hui commencer la série sur l'homme malade de l'Europe, la fin de l'Empire ottoman, par le règne le plus court de toute l'histoire ottomane, celui de Mourad V, qui ne dura en tout que 3 mois. Mais tout d'abord, d'où vient ce Mourad V? Mourad est le neveu du sultan de l'époque, Abdulaziz. Il est membre de la famille impériale ottomane et est un homme qui est assez porté sur les femmes et l'alcool, mais qui est également connu pour être un libéral. Et ça, c'est très important. En effet, à l'époque, dans l'Empire ottoman, disons que deux courants politiques s'opposent. Je rappelle donc, nous sommes en 1876. D'un côté, nous avons les libéraux, menés principalement par l'organisation secrète des Jeunes Turcs, qui prône un nationalisme turc exacerbé, mais surtout une libéralisation non pas tellement au niveau de l'économie, mais surtout une évolution du système gouvernemental ottoman, avec une baisse des pouvoirs du sultan et une augmentation des pouvoirs donnés à une sorte de parlement, comme on pourrait voir en Angleterre à cette même époque, qui serait bien entendu dirigé par eux. Et la seconde mouvance qui va s'opposer aux Jeunes Turcs, c'est la mouvance conservatrice, qui se place autour du sultan, mais également des valeurs conservatrices, des traditions du sultanat ottoman, mais également des traditions musulmanes avec la charia. Alors que par exemple les Jeunes Turcs sont des plutôt gros laïcs. Bref, Abdulaziz, qui est le sultan ottoman, donc, à l'époque, il est plutôt proche des milieux conservateurs, ne voulant pas se faire limiter son pouvoir par quelconque chambre institutionnelle ou parlement, et voit d'un très mauvais œil cette société secrète, les Jeunes Turcs. Cependant, ses ministres et son gouvernement, eux par contre, sont pour les Jeunes Turcs, et certains font même partie de cette organisation secrète. Et ils sont de plus en plus opposés à Abdulaziz. Mais c'est en 1876 donc que tout va basculer. Abdulaziz, refusant l'augmentation des pouvoirs du Parlement ottoman au détriment des siens, va se faire renverser par son gouvernement libéral, qui vont placer sur le trône le jeune Mourad V, réputé donc pour être un libéral. Mais donc, comment expliquer qu'au bout de 3 mois, Mourad V soit déjà remplacé par son frère Abdülhamid II? Oui, je spoil. Eh bien, tout simplement, pour 2 raisons majeures. Tout d'abord, sa santé mentale. Durant ces quelques mois, il va subir énormément de crises de folie. Également, il va y avoir la mort de sa mère, dont il était très proche, qui va se passer peu de temps après son accession au trône. Il va tomber en dépression et va même vouloir se suicider. Sans compter qu'il va également recevoir durant ce laps de temps des visions du prophète Mahomet en personne, dont l'une lui disant « Toi et ta famille avez bien représenté l'islam la plupart du temps. Vous avez respecté les gens et leurs droits, mais parfois vous vous êtes éloigné du chemin de la religion en vous procurant des esclaves et en tuant vos frères, vos sœurs et vos vizirs. Allah n'aime pas les criminels et moi je déteste le meurtre. » Quand on est arrivé à ce point-là de déclin mental, on peut comprendre qu'il soit pas très stable. En plus, une autre chose, c'est que lui, qui se vantait d'être un si grand libéral, alors on ne sait pas trop si c'est à cause de ses crises de folie ou parce qu'en fait il n'était pas si libéral que ça, eh bien il va simplement refuser
toutes les demandes de libéralisation de l'appareil d'État venant du gouvernement de son père. Donc, très simplement, le gouvernement qui n'a déjà pas respecté Abdul Aziz dans son droit au trône ne va pas non plus se gêner pour déposer le sultan Mourad V. Déjà qu'ils en avaient marre qu'il soit fou avec ses crises de folie, et en plus, il est même pas malléable et on peut pas lui imposer le fait de tout simplement avoir un parlement avec plus de pouvoir. Trop c'est trop à un moment. Et donc il va être déposé et va ensuite être enfermé durant 28 années à Constantinople. Belle performance en tout cas. Malgré tout, étant donné que son successeur, qui était également censé être un libéral, va finalement être plutôt un gros conservateur, et donc va être encore plus détesté par les jeunes Turcs, une tentative de coup d'État va tenter de ramener Mourad V sur le trône en 1878, mais qui va être un rutilant échec. Et quelques faits maintenant qui sont intéressants sur sa vie. Il fut membre de la franc-maçonnerie, initié à l'ordre en 1872, puis vite exclu. Également, c'est un homme à femme, comme je l'ai dit, puisqu'il aura plus de 10 épouses. Ça, c'est si on compte pas les maîtresses. Et au final, son existence courte et assez oubliable dans l'histoire ottomane font qu'il n'est pas non plus très intéressant à étudier. Mais disons que le parallèle est assez drôle. On commence cette série sur l'homme malade de l'Europe par un sultan qui est tout aussi malade, certes mentalement, mais malade quand même, que son sultanat. On commence sur les chapeaux de roue cette série en tout cas. Mais bon, étant donné que je vais pas non plus faire une vidéo de 7 minutes seulement sur le court règne de 3 mois de Mourad V, on va pouvoir un peu parler de l'état dans lequel se trouve l'Empire, même si on l'avait déjà brossé lors de la série précédente avec le long déclin. Tout d'abord, au niveau économique, disons que l'État est tellement endetté qu'il ne peut même plus rembourser ses créanciers. Et il est mis encore davantage sous tutelle franco-anglaise, et même russe. Sur le plan technologique, l'Empire est en retard partout, notamment au niveau industriel et au niveau des infrastructures, et avec des campagnes vivant quasiment comme au Moyen-Âge malgré le Tanzimat. Au niveau politique, comme je l'ai dit, le spectre est divisé entre les conservateurs voulant un pouvoir fort du sultan et les parlementaires voulant l'instauration d'une monarchie constitutionnelle. Au niveau diplomatique, l'Empire est totalement isolé et perd son titre de grande puissance. Pour ses relations avec les puissances internationales, les Anglais et les Français colonisent l'Afrique et veulent mettre l'Empire sous tutelle. Les Autrichiens veulent les Balkans et se venger de cet ennemi héréditaire, et c'est également la même chose pour les Russes. Sauf qu'en plus, ils veulent s'emparer de Constantinople, qui leur permettrait l'accès aux mers chaudes, et également du Caucase, sans compter leur prétention de la guerre de Crimée d'avoir le contrôle des lieux saints. À vrai dire, seule la jeune Allemagne, née en 1870, semble soit indifférente, soit même quelquefois assez favorable aux Ottomans. Et des premières relations plutôt cordiales commencent à se nouer entre les deux empires. Enfin, au niveau militaire, certes, la modernisation de l'armée durant le Tanzimat l'a fait passer d'une armée totalement archaïque à une armée quand même plus ou moins organisée, mais par rapport aux autres puissances européennes, ça reste extrêmement faible.
L'armée est inférieure technologiquement face aux autres puissances et surtout sur le plan maritime. Sans compter également l'armement et également une défaillance des officiers qui est de plus en plus pressante. En conclusion, disons que l'Empire démarre sur les chapeaux de roue cette fin de 19e siècle et disons très honnêtement, la situation ne va faire que s'empirer au fur et à mesure des années. Malgré la bonne volonté de certains sultans, bien sûr, mais disons que la gangrène est trop avancée pour pouvoir encore réellement la combattre. Alors voilà ce qui clôture cette toute première vidéo de cette dernière série, L'homme malade de l'Europe. On commence sur les chapeaux de roue. Alors cette vidéo sera certes plus courte que les autres, mais en même temps, comprenez-moi, je pense que sur 3 mois, j'avais pas non plus énormément les moyens de faire des miracles. J'ai tenté de vous sortir tout ce que je pouvais dire. Mais j'espère que quoi qu'il arrive, ça vous aura plu. Qu'encore une fois, vous aurez appris énormément de choses. Même si bon, en 3 mois, c'est quand même assez difficile. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain épisode sur le sultan Abdulhamid II.